Ok, bah écoutez, je vous propose de commencer. Avant tout, bonsoir. Un grand merci à tout le monde d'être présent. Vous êtes actuellement 49. J'espère qu'on va passer les 60 d'ici 5 minutes. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Pierrick de Paris JS. Cet événement il est co-organisé avec d'autres organisateurs, notamment Nicolas de JS. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. Ou si tu peux dire quelque chose. Nope, c'est pas grave. Habituellement, à Paris GS, on fait un meet-up le dernier mercredi du mois. Ce mois-ci, c'était un peu compliqué. On l'a annulé il y a 2 semaines. Et on a eu un petit regret tout de même de ne pas faire de meet-up. Et de fil en aiguille, JGS a proposé de faire un meet-up en visio. On s'est dit pourquoi pas rejoindre l'aventure. Et voilà, on inaugure donc le premier confinement JS ce mois-ci. Peut-être qu'on en fera rapidement un autre d'ici 1 à 2 semaines. J'aimerais. On va commencer assez rapidement. Avant tout, le programme de ce soir, si je le retrouve. On va commencer par un talk de Mathias donc sur la création d'un code mode Reason pour migrer automatiquement des composants vers React Hook. Ensuite, on aura un talk par Loïc sur le Rise of the Web. Ça sera la première partie. Il y aura une seconde partie la prochaine fois. Et enfin, on finira avec Jonathan sur du Make It Work au Make It Fast. Bon talk à tous. Ok. Super. C'est bon? Bon, on va essayer de faire marcher ça. Donc, contretemps. Hein? Désolé pour le contretemps. La scène est à toi. Ouais, j'espère que je vais pas Chrome. Donc, je vais vous parler d'une migration qu'on a effectuée sur notre Codebase Pro. On a une Codebase React et on a fait tourner une espèce d'énorme opération pour passer à la nouvelle API des hooks. Je m'appelle Mathias Lebrun. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Bloody Owl. J'ai créé et podcast et je suis lead front-end développeur à Biop, des formats conversationnels qui peuvent être utilisés pour de la pub ou pour de l'usage édito, des choses qui marchent sans cookies, qui marchent avec du contexte et on va dire de l'analyse sémantique de page pour permettre d'afficher des contenus aux bons endroits. Je peux pas dire on va en parler après les talks, mais ça intéresse parce qu'on est online. Et Putain de Code, si vous connaissez pas, c'est un blog français, un podcast, comme je disais, où on parle de développement, c'est ouvert à la contribution, c'est previewé, paf, professeur Raoul, prends ça dans ta gueule. Et allez, j'y jeter un œil, il y a pas mal d'articles dessus. Donc cette migration, elle a été assez fat. Il y a eu 100 000 additions de lignes et 111 000 deletions. Et pour cause, elle a touché quasiment 100% de notre codebase. Le contexte, c'est que il y a quelques mois, l'équipe de Reason React a rajouté le support pour les React Hooks et ça a ajouté une espèce de nouvelle API qui était plus pratique que l'ancienne. Et cette nouvelle API a été motivée par le fait de faire des bindings qui n'avaient aucun coût quand ils étaient exportés vers du JS, ce qui n'était pas le cas de l'API précédente. Avant, ça ressemblait à peu près à ça. Donc on crée une variable contenant notre composant avec son nom et on va exporter qui va prendre les éléments qui vont correspondre aux props en JS. On va étendre le composant et ajouter nos overrides, notre fonction render custom ou les choses comme ça dessus.
Et ce qu'on veut après la migration, c'est d'avoir une simple fonction qui est annotée avec un petit truc qui dit juste que c'est un composant React et qui retourne directement des éléments. Ça correspond à la function components de React. Si on regarde à quoi ressemble l'export... Allô. On t'entend. Ça a repris, pardon, le truc affiché que je n'étais plus connecté au serveur. Bon, j'essaie de reprendre où j'en étais. Donc, ça s'est coupé à peu près où? Peut-être sur le slide d'avant. Ok, très bien. Donc, comme je disais, un mapping one-one vers l'API React.js. Ce qu'on avait avant pour faire des composants plus complexes, on déclarait nécessairement un type state, un type action pour faire quelque chose qui ressemblait à peu près à du Redux. Et on sortait un initial state, un reducer, et on envoyait des actions avec self.send. Maintenant, évidemment, vu qu'on a les hooks, on peut utiliser des constructions plus simples quand on a des besoins qui sont un peu moins avancés ou qu'on a besoin de moins de verbosité pour être plus clair que des reducers. Donc, on peut avoir un gain, on va dire, en verbosité globale. Le truc le plus particulier qu'il y avait avec l'ancienne API, c'est que le JSX de Reason n'appelait pas directement React.createElement, mais il appelait une fonction qui était au-dessus qui s'appelait ReasonReact.element et qui prenait en fait cette fonction make qui l'appelait, qui gardait l'objet qui contient tout le composant et qui allait créer l'élément avec une propriété qui était setée depuis le composant ici, qui restait du coup fixe entre chaque render, parce que React a besoin, pour savoir que c'est le même composant, d'une égalité de référence entre les types de composants. C'est la fonction, c'est l'identité de la fonction qui va définir de quel composant on parle. Et du coup, il y avait une espèce de petit micmac qui était assez habile, faut dire, mais qui rajoutait des appels de code et qui créait une espèce d'overhead qui n'était pas forcément nécessaire. Après migration, on arrive à un appel qui est littéralement ce que nous sort Babel quand on... Décidément, ça va être compliqué. Yes. Sinon, on peut peut-être tenter d'attaquer le deuxième talk si Mathias a des problèmes de connexion, peut-être que... On pourrait, effectivement. Loïc, est-ce que tu es là? Je suis là, est-ce que tu m'entends? On t'entend parfaitement. Bon bah bonjour tout le monde en tout cas. J'espère que ça va le faire avec ces petits problèmes logistiques. Alors ce soir, moi je vais vous parler de choses qui sont beaucoup moins techniques. C'est ce que je vous propose. De parler un petit peu de l'avènement du web. Moi je m'appelle Loïc, je suis de Takima. Si vous venez de Ch'ti.js ou des autres meet-up parisiens, vous ne nous connaissez sûrement pas. Donc on est, je pense, un petit peu, comme tout le monde, un peu en PLS en ce moment, mais on est une boîte plutôt cool. Mais ce qui m'amène aujourd'hui, c'est vous parler de Game of Thrones. Est-ce que tout le monde connaît bien Game of Thrones ici? Game of Thrones, c'est cette série qui se passe dans l'espace avec des épées de lumière, tout ça, non? Ouais, voilà, c'est exactement. C'est presque ça. En gros, la question, c'est qu'est-ce qui se passerait si je vous avais jamais parlé de Game of Thrones, vous en aviez jamais entendu parler, et je vous invitais à regarder un épisode en random en plein milieu d'une saison? Ben, en gros, ce serait le bordel. Parce que voilà, tu connais pas le contexte, tu connais pas l'histoire, tu connais pas les personnages, etc. Et en fait, le web, c'est pareil. C'est-à-dire que on est peut-être une cinquantaine ici, mais je suis prêt à parier que dans les 50, il y en a très peu qui ont connu les débuts du web. Moi, je sais pas ce que vous faisiez en 89, mais moi en 89, je venais de naître. J'avais pas encore de clavier dans les mains. Et aujourd'hui, on passe nos semaines à bosser avec des outils. On sait pas d'où ils viennent. Pour la plupart, on ne connaît pas forcément leur histoire, leur avènement. Et en fait, c'est d'autant plus frustrant que ceux qui connaissent cette histoire, eh ben, ils ont un recul sur la technologie que nous, on n'a pas aujourd'hui. Et ça, on ne nous l'enseigne pas à l'école.
Alors, ce que je voulais vous proposer ce soir, c'est le premier épisode d'une série de 2. Il n'y en aura pas beaucoup plus que ça, il n'y avait pas de budget. Et le premier épisode, c'est de voir un petit peu l'avènement du web tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et l'histoire, elle commence en 89 au CERN, donc c'est le labo à la frontière franco-suisse. Et on a un ingénieur là-bas qui s'appelle Tim Berners-Lee, qui se pose une question. Il se dit, voilà, moi j'aimerais bien partager de l'info scientifique pour qu'elle soit visible depuis n'importe où dans le monde. Comment est-ce que je peux faire ça? Et il est assez deg de la réponse. À cette époque-là, on a l'email, les newsgroups, je crois le FTP, mais il n'y a pas grand-chose d'autre. Lui, son rêve, c'est quoi? C'est de partager de l'info scientifique et qu'elle soit accessible de n'importe où dans le monde. Alors juste du texte et puis quelques autres petits trucs. Son deuxième rêve, c'est de se dire, finalement, on s'appuie toujours sur d'autres sources. Il aurait aimé tisser cette espèce de toile de connaissances, vous commencez à voir où je veux en venir, où on serait capable d'accéder au contenu de proche en proche, où tous les contenus seraient liés entre eux par des notions de lien hypertexte. Et en fait, ce mec, il va créer les bases de ce qui va devenir le web. Il va créer l'HTML, le protocole HTTP, et il va aussi créer le premier navigateur. Pour la petite histoire, il va le développer pour la plateforme Next, c'est la boîte que Steve Jobs a dirigée quand il s'est fait virer d'Apple. Et il va créer aussi le premier navigateur web. Le nom de ce navigateur, c'est World Wide Web. C'est son nom. Ça avait l'avantage d'être à la fois un browser et un éditeur, pour qu'on puisse facilement créer du markup, en fait, sans y connaître grand-chose. Quand le web sort, qu'on soit clair, tout le monde s'en fout. Donc ils vont commencer à développer ça au CERN et ils vont aller en parler avec Robert Cailliot notamment dans plusieurs conventions. C'est pas la seule tentative de rendre de l'information disponible. Il y en a une qui est franco-française, qui vient de Rennes, qui s'appelle le Minitel, qui existait déjà depuis plusieurs années. Et puis il y en avait une autre qui arrivera un tout petit peu plus tard côté Minnesota, qui s'appellera Gopher. Gopher, en gros, c'était un truc qui vous permettait de télécharger des binaires, de faire de la recherche, de lire un annuaire téléphonique, ce genre de choses. Mais ces trois alternatives, de ces trois-là, il y en a quand même une qui va percer, et on va voir pourquoi. Jusqu'en 93, le web est principalement développé que par Tim Berners-Lee et son équipe. On estime qu'en début 93, il y avait genre 200 ou 300 sites sur Internet. Donc c'est tout petit. Et ça va changer avec l'arrivée de Mosaic. Mosaic, ce que vous voyez à droite, c'est le premier navigateur grand public. Et il est développé notamment par un gars qui s'appelle Marc Andreessen, qui est un étudiant à l'université de l'Illinois et qui s'arrange pour se faire un SMIC en bossant le soir et le week-end pour développer pour le labo de recherche de l'université. Le jour où Mosaic sort, il va se passer quelque chose. On va en parler juste après. Il faut savoir qu'en 93, 94, ça arrivera plutôt fin 94 en France, on commence à avoir l'arrivée d'Internet Service Providers, FAI en français. Ces trucs-là, c'est surtout utilisé dans le monde du jeu vidéo pour connecter à ce réseau qui est Internet. Mais on va commencer justement à avoir des gens qui te permettent de dial up un numéro avec un modem et de pouvoir te connecter à ce réseau. Donc en fait, ça y est, fin 93, j'ai les deux briques, la capacité de connecter n'importe qui à ce grand réseau qui va être Internet et la capacité d'accéder à de l'information de manière assez universelle, entre guillemets, à travers un browser. Et ce jour-là, il se passe un truc énorme. Je vous donne juste ma lecture du truc parce qu'on ne saura jamais si c'est ça ou autre chose qui a aidé l'essor du web, mais comment est-ce que tu fais de la vente à distance en 93 ? La vente à distance en 93, c'est plutôt un modèle La Redoute. Donc, tu vas avoir des agences un peu de partout, tu as des catalogues, donc c'est des choses très locales. Ou alors, c'est du télémarketing. On va prendre l'annuaire et ligne par ligne, on va aller appeler ou on va faire du démarchage, du porte-à-porte, ce genre de choses. Là, pour la première fois dans l'histoire, en fait, les entreprises comprennent que d'eux vient de s'ouvrir la plus grande place de marché au monde. Et la capacité d'à travers ce navigateur, être capable d'avoir un lien direct entre n'importe quel consommateur du monde et une entreprise. Et le jour où les boîtes comprennent ça, eh ben c'est là qu'Internet explose en fait. C'est là où on commence à se ruer sur les noms de domaine.
Et du coup, en fait, il y a un gars qui s'appelle Jim Clark qui est un des founders de Silicon Graphics qui va se dire « Ouh, mais là, il y a un truc avec Mosaic ». Il prend un avion, il débarque en Illinois, et il va prendre Marc Andreessen, il lui dit « Allez, tu prends toi et tous tes petits potes, j'injecte 3 millions, on monte une boîte et on va devenir les pieds du web ». Et effectivement, ils vont monter une boîte qui va s'appeler Mosaic Communications Corporation. Alors évidemment, qu'on soit clair, le NCSA, on lui a volé ses développeurs. Là, on est en train de lui voler son nom, donc ils vont pas être trop contents. Ils vont devoir changer de nom. Et ils vont contester le dépôt de marque. La légende raconte que pendant ce temps-là, les gars vont donner un nom de code à leur projet, parce qu'ils réécrivent le navigateur. Le projet va s'appeler Mozilla, pour Mosaïque et Godzilla, parce qu'ils allaient bouffer Mosaic en fait. Et ils vont finir, quelques mois après, par trouver leur nom. Ils vont s'appeler Netscape Communications Corporation. Et quand Netscape sort, il se passe un truc entre fin 93, où vous voyez la 09 en haut à gauche, et la 1.0 fin 94, il se passera 65 millions d'utilisateurs. Ça, c'est déjà une traction énorme aujourd'hui, mais pour l'époque, c'est du jamais vu. Jamais eu de 65 millions de quoi que ce soit en un an. Netscape va être propulsé comme le leader du web au monde. À cette époque-là, tu surfes pas sur Internet, tu surfes sur Netscape. C'est ce genre d'amalgame qu'ils ont réussi à créer. Évidemment, ils étaient longtemps seuls dans la course. Notamment, il y a une petite boîte qui vendait un OS qui s'appelle Microsoft, qui eux ont pas vu le truc arriver. Sauf qu'en mai 95, Bill Gates va envoyer un mail très célèbre qui s'appelle le Tsunami Internet à son executive staff. Vous pouvez le lire dans les archives du web, c'est assez intéressant. Moi, je vous donne juste ma lecture de ça. Microsoft, à cette époque-là, leur business model, c'est d'expliquer un peu stratégiquement que qui contrôle la plateforme contrôle le monde. Et là, en fait, devant leurs yeux, il y a une petite équipe de pecnos, là, de 20 pecnos, qui sont allés créer une plateforme dans la plateforme, au-delà de laquelle ils n'avaient pas un seul contrôle. Et pour ceux qui étaient un peu déjà là à cette époque, Microsoft a créé un truc qui s'appelle MSN, Microsoft Network, et l'objectif, c'était de créer un portail de services payant pour accéder à Internet. Donc, c'était exactement ça, en fait, leur stratégie. La première milestone à faire pour eux, c'était de créer un navigateur. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller acheter à Spyglass, qui est ni plus ni moins que l'antenne commerciale du NCSA. Ils vont acheter une licence d'exploitation du code source de Mosaic, et ils vont builder dessus pour sortir Microsoft Internet Explorer. Ils sortent ça en août 95, et ce truc-là va être distribué dans Microsoft Plus. Vous le voyez à droite, ce truc-là, c'est un kit de disquettes qui avait une valeur de ouf. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, tu avais un navigateur, 20 heures d'internet gratuit, mais aussi et surtout des curseurs et des écrans de veille. Donc qu'on soit clair, Internet Explorer 1.0, tout le monde s'en branle. Sauf que Netscape comprend que du coup, ils vont avoir quelqu'un à leur trousse. Donc on entre dans une ère mi-95, fin 95, où va y avoir une course à la feature. Donc, Netscape, pour leur navigateur, ils vont implémenter support du GIF, support de l'HTML3, support de l'applet Java. Ils vont mettre un petit langage de scripting pour les noobs qui vont appeler JavaScript. Mais bon, ça, on en parlera la prochaine fois. Mais en gros, ils vont essayer d'implémenter plein de trucs, à tel point qu'ils sortent même un petit logo, je vous l'ai mis dans la résolution de l'époque. Le Netscape Now, c'était parce qu'à cette époque-là, quand tu runs un site, ben, c'est très très dur d'avoir un site qui run sur les deux navigateurs de la même manière. Même s'il n'y a que l'HTML. L'iframe, par exemple, n'existe que dans Netscape 2. Et ils vont aussi trouver leur business model. Leur business model, c'est que Netscape sera un éditeur de logiciels. Donc, ils vont vendre leur suite logicielle. Soit directement sur des disquettes, comme vous voyez à droite, plus tard des CD, soit aussi en allant passer des contrats OEM avec les constructeurs. À chaque fois que tu vends un ordinateur chez Compaq, ben, en OEM, tu auras Netscape installé directement à l'intérieur et il reverse un fee. Et le 7 décembre 1995, eh ben Microsoft organise une grande conférence de presse et Bill Gates explique qu'ils vont tout faire pour devenir les pionniers de l'Internet et développer le web, etc. Donc pour info, le 7 décembre 1995, c'est le jour du Pearl Harbor Day et en fait, ils ont bien choisi leur jour parce que c'est
une déclaration de guerre ouverte à Netscape. À partir de ce jour-là, Microsoft va commencer à donner des coups en dessous de la ceinture. T'es en fin 95, comment est-ce que tu peux niquer Netscape? La première chose, c'est que Microsoft, ils l'ont jamais avoué, hein, ils vont aller tordre le bras aux constructeurs. Ils vont aller voir Compaq, ils vont leur dire « Bon bah les gars, si vous continuez à vendre Netscape, on vous retire vos licences d'utilisation de Microsoft Windows. » Et puis à cette époque, il n'y a pas grand-chose d'autre que Microsoft Windows. Donc ils vont pas avoir le choix. Donc ça enlève une partie de leur modèle. Maintenant, comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens aillent aller leur navigateur plutôt qu'aller acheter Netscape Navigator dans leur boutique? Eh bien, ça vous le savez sûrement, ils vont être malins et ils vont l'installer directement dans l'OS. Cette vente liée, ce sera une des choses qui va faire naître le procès antitrust le plus gigantesque de l'histoire, hein, qui a failli coûter la vie à Microsoft. Au final, il s'en sortira qu'avec une petite tape sur le bras, hein, parce qu'il aura anéanti tout le monde sur le passage. Mais en gros, ils vont livrer Internet Explorer avec les nouvelles versions de Windows. Et ça, ils vont le faire pour tout. C'est-à-dire que Netscape essaye de se diversifier. Ils vont faire des logiciels serveurs. Typiquement, un serveur HTTP. Microsoft va faire 2 IS et le mettra directement accessible dans l'OS gratos. Pareil pour Outlook Express. Si bien qu'en fait, ils vont finir par couper l'herbe sous le pied de Netscape. En 98, Netscape est au bord du dépôt de bilan. Et juste avant leur rachat par AOL, ils vont choisir, dans un dernier souffle, d'open sourcer toute leur stack. Celle-ci, elle renaîtra 4 ans plus tard, parce qu'il y avait beaucoup de code dégueulasse à nettoyer, sous le nom de la fondation Mozilla. Et la première version, pour la petite anecdote, c'est la version Phoenix, qui renaît de ses cendres. Donc en gros, cette dizaine d'années là, entre le début des années 90 et la fin des années 90, c'est là que le web prend vraiment son envol. Est-ce que c'est le web que Tim Berners-Lee avait imaginé au départ? Eh bien, pas du tout. Tim Berners-Lee, lui, son rêve, c'était Wikipédia, en gros. Hein. Il voulait partager du contenu en mode cuicui les petits oiseaux, la connaissance scientifique, etc. C'était ça, son rêve. Et en fait, c'est le jour où les entreprises ont compris que devant eux s'ouvrait la plus grande place de marché au monde, que le web a explosé, en fait. Donc, c'est complètement sorti des mains de Tim Berners-Lee. Et si vous regardez les talks de Tim Berners-Lee aujourd'hui, il est complètement effaré par ce qu'Internet est devenu par rapport à l'objectif que lui en avait au départ. Mais bref, c'est ce qui permet au web d'exister et à nous tous d'avoir un job. Donc imaginons que t'es, je sais pas, un gars qui s'appelle Jeff Bezos, début 94, tu voudrais bien vendre des livres en ligne, tu vas trouver un nom de domaine, tu vas appeler ça Amazon.com. Le souci, c'est que à ta disposition, tu n'as que l'HTML. Et l'HTML, c'est un langage qui est statique. Je parle d'un monde dans lequel le JavaScript n'existe pas, CSS n'existe pas. Je peux même pas faire... je peux rien faire avec. Moi, j'ai besoin de dire « Bonjour, machin, voici ton panier ». J'ai besoin de pouvoir faire un check-out, de mettre son numéro de carte bleue. Bref, il va falloir que je trouve un moyen de dynamiser l'HTML. Et à cette époque-là, du coup, donc là, on est aussi en 93, en fait, on va entrer dans une ère du web dynamique. Toutes les entreprises qui veulent se positionner sur Internet, elles ne veulent pas publier du contenu statique. Elles ont envie de donner une expérience dynamique aux usagers qui se connecteront dessus. La première chose qu'ils vont faire, c'est de développer un truc qui va s'appeler CGI, pour Common Gateway Interface. Le concept, c'est quoi? C'est de brancher au cul d'un serveur HTTP un petit truc qui va nous permettre, au lieu de mapper un URL sur un fichier, de mapper un URL sur une librairie native. Et celle-ci, à cette époque-là, on a déjà des drivers de base de données, donc on est capable complètement d'écrire du code métier dans des langages statiques, fortement typés, et de faire ça bien. Franchement, niveau théorie, c'est balèze. Plutôt cool. En vrai, ça ressemble à ça. On est dans un langage, typiquement le C, là, on est dans des langages qui ne sont pas du tout faits pour faire du templating. Ils n'ont pas jamais été pour faire des présentations en XML. Donc en fait, c'est à vomir. Et en plus, on est dans des langages statiques, fortement typés, où on est obligé de gérer la mémoire à la main. Bref, en fait, c'est un cauchemar, ce truc-là.
Donc les mecs vont se dire, ok, alors pour tout ce qui est back-office, etc., on parle pas encore vraiment d'API hein, à cette époque-là, bon, on se dit, en fait, moi j'ai juste besoin de générer une moulinette qui gère de l'HTML. La première version d'Amazon, by the way, c'est ça, c'est du CGI, hein, c'est une moulinette en C++ qui va cracher de l'HTML. Mais derrière, ils vont se dire, bon, est-ce qu'on n'a pas des langages de scripting un peu plus faiblement typés, dynamiques, qu'on peut utiliser avec des petites libs pour faire du sucre syntaxique au-dessus? Et ils vont créer CGI PM, avec un langage de scripting qui s'appelle le Perl, qui va vivre son âge d'or à cette époque-là. Hein. Donc, petite pique pour ceux qui bossent chez OVH et d'autres qui utilisent encore énormément le Perl. Ouais, l'heure est un petit peu passée hein, quand même. Voilà. Donc, CGI PM, ok, du sucre syntaxique. En vrai, c'est pas fou non plus, mais comparé à ce qu'on vient de voir avant, c'est top. Le souci avec CGI PM, c'est quoi? C'est qu'en gros, on est sur un truc qui va consommer beaucoup de ressources, parce que CGI Perl utilise CGI. Et CGI, ça marchait comment? Vous êtes sur des machines en 94, c'est pas la folie hein, niveau CPU et RAM. À chaque fois que quelqu'un appelle une page web, vous créez un nouveau process, vous devez charger un interpréteur Perl et ensuite commencer à interpréter le script. Bref, c'est un non-sens au niveau des ressources. Plus tard, il y aura mode Perl qui sortira et ce sera un petit peu mieux, hein, mais à cette époque-là, c'est pas la folie. Est-ce que tout le monde est bien là? Parce que c'est vrai que c'est un peu flippant de ne pas avoir de retour. Vous m'entendez tous bien? Moi, très bien. Ouais. Ok, super. Merci. Non, parce que je vous écris de Madrid et je suis sur ma 4G, donc il pourrait se passer à peu près n'importe quoi, mais au courant, en fait. Bon. À cette époque-là, on commence donc à parler de serveurs d'application. Les gens commencent à se dire, bon, on a l'habitude d'écrire de la business logic dans des langages statiques, fortement typés, qui ont des drivers qui nous permettent de communiquer avec une DB, on a des libs qui nous permettent de faire des clients lourds. Maintenant, ce qui serait cool, c'est qu'on ait aussi des connecteurs qui soient prévus pour la sémantique et les paradigmes du web. Le premier dont on peut parler, c'est Rasmus Lerdorf. Ça, c'est un mec qui, fin 94, décide de faire un site perso et écrit un petit wrapper en Perl qui va permettre d'interpréter les commentaires de son code pour faire un compteur de visite. Qu'on soit clair, quand tu fais ton site perso avec un wrapper pour compter des visites en 94, il faut déjà que tu sois visionnaire, parce qu'il n'y a personne sur le web. Mais du coup, voilà, il va faire ça. Ensuite, il va ajouter des petits trucs, notamment un moyen d'exécuter des requêtes. Il va réécrire tout le truc en C, hein, parce qu'en Perl, c'était pas ouf. Et il va open sourcer ça sur un truc qu'il va appeler PHP Form Interpreter 2.0. L'idée, c'était de faire des formulaires assez simplement avec son truc. Et ça, à partir de 95, ça va commencer à être vraiment utilisé par la communauté. Et les gens vont commencer à lui demander plein d'évols. Et si vous regardez les talks de Rasmus Lerdorf, c'est assez dingue. Alors, on ne saura jamais ce que c'était à l'époque, mais ce que lui, il dit, mais moi, les gens, ils voulaient que je fasse un truc qui était un langage, alors que moi, je voulais juste faire du templating. En fait, il y a toujours trois trucs. On a la business logic, la view logic, la logique d'affichage, et le code de présentation. Et il disait, ces deux derniers, moi, j'ai créé un truc qui permettait de faire de la logique d'affichage et tout. Par contre, la business logic, vous êtes fous de vouloir faire ça dans un langage dynamique, faiblement typé. Non, il faut toujours faire ça dans un vrai langage digne de ce nom, en C typiquement, ou d'autres choses comme ça. Donc en fait, lui, il disait aux gens qui voulaient faire de PHP un langage qu'ils étaient fous en fait, que c'était pas du tout fait pour ça. Sauf que c'est pas ce qui va se passer en fait. On a deux autres gars, en 97, Zeev Zuraski et Andy Gutmans, qui vont aller voir Rasmus, ils vont lui dire, bon, écoute Rasmus, on comprend ce que tu veux dire, mais là, ta technologie, tout le monde a envie de l'utiliser, donc nous, on va le faire. Et ils vont réécrire entièrement ce truc-là pour créer PHP 3 Hypertext Preprocessor, qui va ajouter des concepts quasi-objets et aussi, surtout, la notion de modularité, qui va permettre à PHP d'exploser. Donc c'est grâce à ces mecs-là qu'on a PHP. Merci les gars. Et si vous regardez les contractions de leur prénom, Zend, c'est la contraction de leur prénom. Zeev Zuraski, Andy Gutmans. C'est encore la boîte qui aujourd'hui gère PHP. Mais qu'on soit clair, PHP, c'est la seule chose qui est disponible dans le monde open source
à la fin des années 90. Si PHP n'avait pas existé, si la stack LAMP n'avait pas existé et été démocratisée, le web n'aurait pas du tout la même tête aujourd'hui. Donc grâce à ça, on a donné dans les mains des développeurs un moyen de bidouiller facilement du web dynamique. Et même si tout le monde a fait n'importe quoi au début, bah, c'est pas grave. Ça a permis d'aller emmener le web un petit peu plus loin et de faire beaucoup de choses. Sauf que quand vous êtes une boîte et que vous voyez que PHP est développé par un mec, puis par 3 mecs, qui a 0 support, 0 entreprise derrière, tu te dis s'il y en a un qui se prend un camion, c'est terminé. Donc, il va falloir aller chercher d'autres alternatives. Microsoft, lui, c'est le premier à faire les choses assez bien. Je ne vais pas m'étendre dessus aujourd'hui parce que je veux garder mon temps pour le reste du talk. Mais ils vont sortir les prémices de ce qui deviendra plus tard le framework .NET. Et c'est les premiers à faire ça correctement. Côté monde Java, bah Java en vrai c'est un langage qui sort en mai 95, qui s'appelait Hawk avant, qui était développé par, vous voyez la belle photo de James Gosling en haut à droite, c'était fait pour du hardware. C'était l'objectif de proposer un langage qui permet de faire des interfaces riches, avec un langage super léger, où on n'avait pas à gérer la mémoire à la main, de manière en fait hyper simple. Et ce truc-là, Sun va nouer un partenariat avec Netscape pour que Netscape implémente le support de l'applet Java dans son navigateur. Leur idée, c'est quoi? C'est de se dire, l'HTML, de toute manière, c'est un langage statique, ce truc-là, ça va jamais marcher. Ce qu'il faut, c'est que ça supporte le navigateur qui est juste un player d'HTML, en fait. Bah, ce qui serait cool, c'est que ce truc-là, il supporte aussi d'autres langages, comme l'applet Java, pour qu'ils permettent des interfaces beaucoup plus riches, dynamiques, parce que là, c'est des langages qui sont faits pour ça. Donc, ils ne croyaient pas du tout aux technos du web. Il y en a d'ailleurs qui se sont barrés de Sun, qui ont créé une boîte qui s'appelle WebLogic, et qui, eux, se sont dit, bah non, nous, il faut qu'on crée des connecteurs pour le web en Java. Et ils vont créer le premier serveur d'application WebLogic. Et derrière, Sun fera un peu de rétropédalage et créera une spec qui s'appellera Java 2 Platform Enterprise Edition. Bref, je ne vous refais pas l'histoire, on est plutôt sur un meetup JS ici, donc on ne va pas parler de Java. Mais en gros, l'approche de Sun va être de standardiser le serveur d'application qui utilise le langage Java, et va y avoir plein d'implants différentes. Donc en gros, l'ère du web dynamique, ça ressemble à ça au début des années 2000. Les entreprises, elles n'ont pas le choix. Les grosses boîtes surtout, elles préfèrent payer des dizaines de milliers de dollars par an pour une licence de serveur d'application, plutôt que d'aller miser sur un truc open source. L'open source n'a pas du tout la même notoriété qu'elle l'aurait aujourd'hui. Là, à cette époque-là, on pense à des gens qui font ça dans leur cave tout seuls. Donc, pas le choix, on va vers les technos du marché. Ce sera l'âge d'or du serveur d'application. D'ailleurs, on disait serveur d'application avec un S, parce que l'objectif, c'était on se paye une seule licence de ce gros serveur, mais on va mettre autant d'applications dessus que possible. Donc pour ceux qui ont fait un peu de Java ou des trucs au-dessus de la JVM, quand vous aviez l'habitude de déployer des WAR, des web archives, la seule raison pour laquelle le runtime était séparé de l'application, c'est que le runtime il coûtait super cher. Donc on essayait de mettre autant d'applications qui renaient sur le même runtime. Aujourd'hui, le monde a complètement changé. On a une application par runtime. Dixit les containers. Le monde open source, il n'avait pas le choix. Il va utiliser PHP. Parce qu'en 96-97, vous avez CGI, Perl ou PHP. Les alternatives open source, notamment à Java Enterprise Edition, c'est fin 99. L'implème de référence de Servlet JSP, c'est Tomcat, qui sera open sourcé fin 99. Et puis, il y en a d'autres qui ne croyaient pas au web. Il y en a qui se disaient, ben voilà, moi, ces trucs-là, je n'y crois pas une seconde. Avant 96, le CSS n'existe pas. Donc, vous ne pouvez même pas faire un changement de couleur d'un lien lorsque la souris arrive dessus. Ça n'existe pas. Donc, le web, c'est pas du tout riche comme interface. À côté de ça, vous avez le Java qui est prévu pour faire des interactions, des animations, des trucs comme ça. Macromedia va créer Flash en 96 aussi, parce qu'ils ont ce positionnement en disant le web et l'HTML est une technologie qui est pauvre, ça ne marchera jamais. Et du coup, vous aurez vraiment deux vitesses. Il y aura ces gens qui croient aux technologies du web et qui vont développer à la fois les standards et les moulinettes
pour les rendre dynamiques. Et de l'autre côté, vous aurez ceux qui ne croient absolument pas au web et qui vont se dire non, en fait, il faut qu'on développe une technologie qui marche bien et qu'on se maque avec tous les navigateurs pour qu'ils implémentent des players pour nos technologies. Et contre toute attente, finalement, ce sera la ligne du haut qui aura fonctionné le mieux. Donc, quand vous êtes à peu près sain d'esprit au début des années 2000, la seule chose que vous faites, c'est que vous utilisez du web dynamique. Vous allez utiliser des templates, tout le code sera server-side et vous allez pondre de l'HTML en fonction des usagers, des requêtes de page et des interactions qui sont demandées par les utilisateurs. Super. Sauf que ça va aider le web à se démocratiser. Et au début des années 2000, si tu veux rencontrer l'amour de ta vie sur le chat de Skyrock, tu n'auras pas le choix. Tu seras obligé d'utiliser un applet ou tu seras obligé d'utiliser une appli Flash. Parce que si tu voulais qu'on rafraîchisse qu'une partie de la page toutes les quelques secondes pour voir les nouveaux messages, en fait, on était obligé de rafraîchir tout l'arbre. Donc, il va nous falloir que le web augmente un petit peu. L'HTML, c'est un langage qui est pauvre, qui est contraint par la syntaxe XML. Il faudrait qu'on fasse évoluer, qu'on trouve un moyen de rendre plus riche l'interaction client dans le navigateur. Et ça, JS, avant 2002, ils ne sont pas capables de le faire. Eh bien ça, en fait, ce sera l'objet de notre prochain talk, de découvrir ces nouveaux usages qui ont été amenés et qui ont nécessité à toutes les spécifications et les standards du web d'évoluer, et notamment la manière dont on utilisait JavaScript. Ça, ce sera l'objet du prochain talk, la prochaine fois, The Rise of JS. Un grand merci à Loïc. Voilà. Ça va être un peu compliqué d'applaudir de façon virtuelle. Merci encore pour ton talk. La deuxième partie, ça sera avec grand plaisir une prochaine fois. Je vous propose d'essayer une nouvelle fois le premier sujet de Mathias. S'il est là. Oui, je suis là. Okay. Je vais essayer de garder le chat ouvert à côté, comme ça je verrai si ça marche plus. Alors, hop. Bon, ça va un peu faire inception, mais où j'en étais, j'étais à peu près. Bon, on va dire là. Alors, du coup, la transformation JSX entre l'ancienne version de Reason React et la nouvelle a changé. Parce que l'ancienne, vu qu'elle wrappait les composants, elle appelait une fonction Reason React Element qui, elle, se chargeait de faire le create element qui venait chercher une propriété dans notre composant qui était stable puisqu'elle sortait de cette variable-là, parce que React, il a besoin pour identifier les composants d'avoir une égalité de référence, et si deux fonctions sont égales, ça veut dire qu'elles sont du même type. Et il a fallu changer ça parce que maintenant, pour avoir un binding qui n'a pas de coût au runtime, on veut que ça fasse exactement ce que fait Babel, c'est-à-dire un React.createElement avec la fonction en elle-même et des props qui sont passés sous la forme d'un objet. La solution officielle qui est proposée pour la migration, c'est de rajouter un wrapper autour de chaque composant, en rajoutant ces espèces de grosses lignes derrière chaque composant, ce qui marche à tous les coups, mais qui n'est pas très très élégant. L'autre solution, et du coup c'est une qui a été envisagée avant leur migration qui marche à tous les coups, c'était de potentiellement réécrire toute la code base en utilisant des hooks pour réimplémenter les features qui sont legacy. L'API de Reason React, avant, elle avait un truc très pratique, c'est qu'elle avait des types d'updates, donc ceux qui font du Helm connaissent bien. Les types d'updates, c'est soit j'update mon composant
et je vais lui passer un nouvel état. Soit je vais l'updater et je vais déclencher des nouveaux side effects ou des commandes. Et du coup, pouvoir dire, je vais mettre dans mon état que telle requête est en train de charger. Et ensuite, je vais initialiser cette requête. Comment on peut réimplémenter ça, sachant que React, dans les versions qui vont venir, qui ne sont pas encore, là, mais qui vont venir, React est capable et va annuler des effets et annuler des updates. Pourquoi il veut annuler des updates? Parce que il veut pouvoir reprioriser ce qu'il est en train de faire. C'est qu'il peut vouloir, notamment, se dire, tiens, j'ai une animation à faire tourner, celle-là, elle doit être updatée beaucoup plus rapidement que l'update que tu es en train de faire. Donc, j'avais commencé à faire ton update, mais je vais l'annuler, je la reprendrai quand j'aurai fini l'animation. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on peut enregistrer ces side effects qu'on va lancer après une update de l'état, sachant qu'ils doivent être, on doit pouvoir les annuler. React doit être capable de les annuler et on ne veut pas avoir une espèce d'état intermédiaire où on a des side effects qui vont tourner alors que l'état n'a pas été mis à jour correctement. Et donc, on va utiliser un truc qui n'est pas très orthodoxe avec React, c'est qu'on va utiliser une astuce avec de la mutabilité. On va utiliser un type ref qui est assez analogue à ce que propose React avec son hook useRef. C'est que le type ref, c'est un petit container qui va avoir à l'intérieur une clé et une variable à l'intérieur, une valeur qui, elle, est mutable. Ce qui fait que quand on crée une nouvelle ref avec une valeur et qu'on crée une autre ref avec la même valeur, les deux ne vont pas être égales au niveau égalité référentielle. Mais par contre, si jamais on prend une ref et qu'on la modifie, si on la compare à elle-même, elle va évidemment avoir une égalité de référence. En JS, ça se transcrit juste comme ça, un objet, et on change la valeur de l'objet. Et donc, pour représenter notre système d'update de l'état et des side effects, on va créer un type full state qui va englober les deux. Et on va stocker dans l'état de notre composante deux choses. Donc, l'état qui va être utilisé dans le render et des side effects. Les side effects à faire tourner après l'update. Et ces side effects, ils vont être contenus dans une ref et donc dans un conteneur qui va contenir un tableau et le tableau est mutable. Dans notre reducer, donc on va faire tourner le reducer de l'utilisateur, donc celui qu'on a vraiment passé au composant. Et selon ce qu'il retourne, je réponds aux commentaires, non pas de full screen, parce que sinon je vois pas si je suis déconnecté, vu que ça fait déjà 2 fois, je le laisse comme ça. Désolé. Donc si j'ai pas d'update, je vais retourner le même état. React sait que dans ces cas-là, il n'y a pas d'update et il va l'annuler. Si par contre il y a une update d'état, je vais juste rajouter le nouvel état, je n'ai pas de side effects à rajouter. En revanche, dans les deux cas où j'ai des side effects, je vais créer une nouvelle ref, donc qui ne sera pas égale à ce qu'il y avait avant dans l'état, et je vais y merger mais les side effects qui étaient déjà là en attente avec le side effect que je dois faire tourner. Ça fait que quand React il doit revenir en arrière, il va prendre l'ancienne ref qui, elle, va juste contenir les side effects qui étaient déjà présents. Ça rend notre système compatible avec le mode concurrent de React. Ensuite, pour faire tourner ces side effects après le render, on va mettre la ref en dépendance de notre useEffect, ce qui fait que c'est seulement quand on va avoir une nouvelle ref, donc une nouvelle update officielle de l'état, on va dire, qui va déclencher cet état, regarder s'il y en a, les exécuter, et quand il a fini de les exécuter, il va modifier avec la mutabilité l'un du side effect. Il va les vider pour ne pas avoir les réexécuter plus de fois qu'il est nécessaire. Parce que ça peut être dangereux de faire plusieurs requêtes post de suite, par exemple. Donc là, on a les briques de base de dans notre hook qui va reproduire ce comportement. Et ce hook, c'est juste la combinaison des deux trucs qu'on vient de voir. C'est un useReducer et un useEffect. Et on retourne, du coup, on exporte le state à l'intérieur. Donc le state, on va dire, exposé, ainsi que la fonction pour envoyer une nouvelle action au reducer. Maintenant,
le truc qui est plus complexe, c'est qu'il y a des cas où on va pas juste pouvoir se contenter d'un reducer, on va avoir besoin de lifecycle parce qu'il y a des composants qu'on avait avant qui vont avoir des did mount, on va avoir des composants qui ont des did update, des will receive props, c'est plein de trucs qui sont, on va dire, très chiants à convertir, on va dire, idiomatiquement en hooks. Souvent, on a besoin d'une réflexion pour les remettre, on va dire, dans le nouveau modèle. Donc là, on va faire un hook qui est un poil plus compliqué que ce qu'on avait avant, puisque on a beaucoup de fonctionnalités à faire. On commence par avoir un objet self, donc qui va contenir différentes méthodes qui étaient présentes dans l'ancienne API de Reason React, les deux plus importantes étant une fonction send pour envoyer au reducer et un state qui est lisible depuis tous les lifecycles à peu près. Pour des raisons un peu technico-chiantes, on est obligé de garder une ref contenant le self qu'on va venir mettre à jour régulièrement parce qu'il y a des fonctions qui vont être appelées plus tôt mais qui vont avoir besoin d'un objet self à jour. Et donc pour ça, on va utiliser le principe de mutabilité pour aller chercher la dernière version sans être coincé dans une closure. On a besoin aussi de déclarer une ref has been called qui, elle, va nous permettre de décider si, oui ou non, on est capable d'exécuter le did update qui ne doit pas toujours être exécuté. Ensuite, on a le will receive prop, pardon, que j'avais oublié, qui, lui, va être un peu différent du vrai will receive props qui va être exécuté plus souvent que ça et qu'il faut vraiment traiter comme un get derive set from props qui, lui, va être exécuté systématiquement à chaque fois qu'on passe dans la fonction de render. Ensuite, on va redéclarer self parce que là, c'est un autre besoin, c'est un peu complexe, mais c'est pas nécessaire de s'étendre là-dessus. Ensuite, on va avoir un mount and mount effect. Lui, c'est un use effect 0, donc ça correspond en JS à lui passer un tableau vide qui va exécuter le did mount du lifecycle et qui va retourner comme fonction d'annulation tout ce dont il y a besoin pour exécuter le will and mount et les choses qu'on a appelées avec une autre méthode pour déclarer des choses à exécuter quand le composant sort. Ensuite, on a le did update, qui lui est un use effect qui n'a pas de dépendance, ça veut dire qu'il est exécuté à chaque fois qu'on passe dans un render, et qui lui, du coup, ne va s'exécuter que quand on a déjà eu un premier call. Ensuite, on va avoir la même logique que pour notre use reducer parce qu'on a le même système à l'intérieur, donc on va avoir un système qui va aller chercher le side effects et qui va aller les exécuter. Et ensuite, on va avoir une ref qui va s'appeler most recent allowed render parce que avec Reason React et avec React.js avec l'API des classes, un render, l'appel à la fonction render peut être conditionné par le component should update, enfin un should component update, qui lui va décider si oui ou non on doit exécuter une nouvelle fois le render. Ce qui fait que là, c'est seulement si jamais la fonction should update nous autorise à le faire qu'on va appeler will update et qu'on va rappeler le render et le stocker dans cette ref. Et le fait de le stocker dans une ref, ça fait que la valeur de sortie du hook, la valeur retournée, ça va être le dernier render qui a été autorisé par le should update. Donc là, on avait un peu le hook qui était un peu chiant à faire pour vraiment reproduire toute l'API du lifecycle avec un hook. Maintenant, on va voir un peu comment transformer notre ancien code en nouveau code à l'aide d'un code mode. Donc pour le code mode, on va utiliser de la manipulation d'AST. Pour montrer un peu, juste pour l'exemple, comment on peut l'utiliser, je vais vous montrer ce qu'on utilise pour extraire les traductions dans notre application. Donc, on a ce qu'on appelle un mapper d'AST. Donc, on va dire que pour chaque expression qu'on va trouver dans le code, on va faire un switch dessus, on va regarder si ça correspond à le paramètre qu'on lui donne. Et ici, on vérifie que c'est une fonction t.__ et qui contient une string. Et si jamais on est dans ce cas-là, on arrive à extraire la traduction contenue dans cette string et on va la garder on va la mettre dans un set.
qui ensuite va nous servir à construire notre JSON qui va contenir toutes les clés de traduction. Et ici, on ne transforme rien, on retourne ce qu'on avait déjà en entrée. Donc celui-là, c'est juste de la lecture d'AST en quelque sorte. Mais là, on va utiliser l'AST pour faire des transformations sur notre code. Donc, notre code mode, qu'est-ce qu'il a besoin de faire? On a, on va dire, 6 grands cas de figure. C'est que l'ancienne API de Reason React, elle proposait des composants stateless et des composants stateful. Les composants stateless, ils sont assez simples à faire. C'est que si jamais c'est un composant qui n'a qu'une fonction render, on peut le transformer en functional component sans problème. Si jamais il y a juste un did mount, on peut le transformer en une fonction toute simple avec un use effect. Si par contre un composant stateless avec du lifecycle complexe, là on va faire utiliser notre gros complexe qu'on vient de voir, parce qu'on va pas s'abuser à essayer de transformer ça au cas par cas en hook. Pour le stateful, on va faire à peu près pareil, c'est juste qu'on va rajouter ce hook use reducer qu'on a vu au tout début. Donc, pour le stateless, notre heuristique pour, on va dire, se dire on peut effectuer la transformation de cette façon-là, c'est qu'on va regarder dans notre ancien code, est-ce que mon composant, c'est un record qui ne va étendre qu'avec la fonction render. Si c'est le cas, on va prendre les arguments de la fonction au-dessus, on va prendre le corps de render, on va créer une nouvelle fonction à partir de ces deux éléments-là, donc les arguments du composant, le corps du render, et on va balancer ça comme code comme code transformé. Si jamais il y a la même chose mais avec un did mount, eh ben on va faire la même chose. On va récupérer le corps de la fonction render, on va récupérer les arguments, et on va en plus extraire le corps de la fonction did mount, et on va le caler dans un use effect 0 qui va être donc exécuté une seule fois quand le composant rend. Et donc il y a plein de petites, spécificités là-dedans, c'est que pour être sûr de pouvoir faire cette transformation simple, le code mode va vérifier que la fonction didMount n'utilise pas des fonctionnalités avancées qui sont dans l'objet qui lui est passé, etc. Donc, il faut vraiment analyser tout le code qu'il y a dedans. Après, si c'est stateful, vous avez compris l'idée, on va chercher le corps de la fonction du reducer et on va le mettre dans un use reducer, etc. Pareil avec un mount, c'est juste qu'on agrège, on va dire, ces différentes parties et on essaye le plus possible de simplifier. Par contre, dans tous les autres cas, si jamais on est vraiment d'une pétouille, si jamais on sort du cas général, du cas qu'on est sûr de pouvoir gérer, dans ce cas-là, on va prendre l'approche safe et on va utiliser notre gros compliqué qui, lui, va juste prendre le record qu'on avait avant, on va le fourrer dans ce hook et il va s'en occuper et on ne fait pas de modification de code à ce niveau-là parce que c'est trop risqué. Ensuite, on a à transformer les fichiers d'interface. Donc, en Reason, on a des fichiers d'implémentation qui vont avoir le vrai code et des fichiers d'interface qui va contenir une description de ce que ce code expose au reste du monde. Donc, ça va être un fichier qui va contenir des signatures de type. Or, avec la nouvelle version de Reason React, cette signature va changer parce qu'un composant ne va plus retourner un module composant ne va plus retourner un composant, mais il va retourner un React Element, ce qui implique des changements au niveau de la signature. Donc, on va avoir ça c'est un peu ce qu'on avait comme exemple type de fichier d'interface avant. Donc, il retourne un component qui est un composant avec un type state, avec un type action. Donc, ça, c'était exporté avec le module. Donc, maintenant, on n'a plus besoin de ça. Notre code mode doit être capable de voir que le state et le action n'étant plus utilisés dans cette signature, on peut les supprimer. Ensuite, il faut qu'on rajoute dans notre fichier d'interface une petite annotation qui correspond juste à une indication pour le compiler de faire une transformation. Une transformation, c'est un peu comme une macro, on va dire. Et ensuite transformer le dernier argument qui était toujours les children, le props children, qui devient un argument nommé. Et là, il faut qu'on choisisse est-ce qu'on passe children ou est-ce qu'on passe rien du tout, parce qu'il est possible que, vu qu'avant, c'était systématiquement le dernier argument, que maintenant, ça n'est pas forcément utilisé, il faut qu'on regarde dans notre fichier d'implémentation et donc il faut qu'on le traite à côté. Est-ce que children est utilisé ou non? Et décider de la nouvelle signature à exporter.
Donc pour ça, ça veut dire qu'il faut que pour chaque fichier qu'on veut migrer, il faut qu'on prenne le fichier d'implémentation et qu'on traite en parallèle son fichier d'interface pour être capable d'inférer les données de l'un et de l'autre. Donc comme je disais en nice to have, est-ce qu'on doit être capable de savoir quand il ne faut pas exposer une prop de type children, quand est-ce qu'on a besoin ou non de garder action et state exporté. Et il faut aussi supporter les submodules, parce qu'en Reason, vous pouvez définir des modules dans des modules dans des modules, ce qui fait que vous devez faire des code modes dans des code modes dans des code modes et transformer le fichier d'interface en parallèle du fichier d'implémentation, y compris dans les sous-modules. Les KVA, c'est que évidemment cette transformation, vu qu'elle est elle se base sur un AST qui ne va pas contenir les informations de type au stade, ça va être juste de la syntaxe, donc on va pas être en mesure de dire cette fonction-là, à coup sûr, elle me retourne un composant. Il faut qu'on soit capable de deviner à peu près que c'est un composant en observant la syntaxe. Et donc, deviner par exemple si children est utilisé ou pas, on va le faire nous, parce qu'on sait qu'on utilise toujours un underscore pour préfixer une variable non utilisée, mais ça ne va pas forcément marcher avec d'autres codebases. Donc effectivement, il peut y avoir des modifications à faire pour le faire tourner sur votre codebase. Comme je disais tout à l'heure, le will receive props n'est pas exactement équivalent à celui qu'il y avait dans l'ancienne API. Et donc, ça peut nécessiter des changements à la main, voire une réimplémentation entière avec une vraie recréation du composant avec des hooks pour récupérer le fonctionnement qu'on souhaite, parce que là il y a du vrai changement à ce niveau-là. Le will receive props en général a été très abusé dans les anciennes API. Je sais que nous on l'abusait et qu'on l'utilisait comme il fallait pas, mais il faut du coup l'updater pour les nouvelles versions. Ensuite, le use record API n'est pas capable d'annuler des effets parce qu'on voulait juste récupérer notre ancien code et le fourrer dans un nouveau truc. Donc, il gère pas proprement l'annulation d'événements, l'annulation d'effects et tout ça. Il a fallu changer à la main toutes les React refs, donc les refs qu'on passe aux composants, parce que ça, c'est, on va dire, une soupe interne de Reason React, mais ça a changé de signature avec cette nouvelle version. Et également, vu qu'on n'a plus besoin de functor, il faut les changer à la main quand il y a besoin. Donc le code mode en tant que tel, c'est un fichier de 1345 lignes qui est open source. Vous pouvez aller le trouver sur mon GitHub si ça vous intéresse. C'est globalement une espèce d'énorme pattern matching qui va chercher tous les cas qu'on a décrits avant et qui va sortir la transformation. La façon dont on l'interface avec notre code, c'est que c'est un binaire qui va récupérer le résultat de la commande find pour être en mesure de traiter les fichiers d'interface avec les fichiers d'implémentation. On lui dit, on fait un find de trouver tous les fichiers .re et après il va se démerder pour aller chercher les interfaces s'il y en a ou pas et faire les modifications qu'il faut. Ça a géré, on va dire, 85-90% de la transition vers la nouvelle API. Les 10-15 autres pourcents ont été faits à la main. Et avant, évidemment, de faire tourner ce code mode, il a été testé. Et pour ça, il est testé avec des snapshots dans Relay. Donc Relay, c'est l'équivalent de Jest dans, on va dire, l'écosystème natif Reason. Et donc, tester avec des snapshots, ça s'y prête très bien parce que tester de l'AST entrée à AST sortie, à lire et à parser, c'est pas du tout évident. Si on le fait avec des snapshots et des fichiers, c'est beaucoup plus simple à lire. La migration dans son ensemble, c'est 100 000 lignes de code à peu près, ajoutées et supprimées. Il y a plus de code supprimé que de code ajouté parce que avec les simplifications qu'on a décrites un peu plus haut, notamment avec les composants stateless et les petites simplifications qu'on peut faire, ça fait moins de code. Ensuite, on voit qu'il y a 45 commits dessus. Ça, c'est toutes les petites modifications manuelles qu'on a fait vraiment étape par étape. C'était pas des grosses modifications au final. Mais on a préféré vraiment bien les découper parce que il y avait les refs, les will receive props et les choses.
Donc les deux hooks que je vous ai décrits un peu plus haut, ils sont également open source. Ils sont en Reason, mais ils sont assez facilement compréhensibles et transformables en JavaScript s'ils vous intéressent, pour voir un peu comment ils fonctionnent. Et en conclusion, les migrations, ça peut avoir une surface assez large, comme ici, c'est passé d'abord par la création de plusieurs hooks qui permettent de répliquer de la fonctionnalité, d'un code mode qui va gérer différents trucs, différentes stratégies. Le code mode a permis de faire cette migration qui est assez massive en 2-3 jours pour nous, en comptant tous les changements manuels qu'il y a eu a posteriori. Sans ça, et même avec la modification officielle, le code mode officiel qui fait le wrapping, on aurait dû tout faire à la main. Ça nous aurait pris potentiellement des semaines, voire des mois. En dernier point, avoir un type system, donc celui d'OCaml, ça a permis de rendre tous les changements manuels vraiment idiomatiques à faire, vraiment bêtes. Il n'y a pas besoin de réfléchir, ça pète, le compiler dit que ça pète. Et dans ce cas-là, on n'a pas besoin de se prendre la tête à essayer de se dire merde, j'ai oublié cet endroit-là, j'ai oublié cet endroit-là. Là, une fois que le truc a compilé, dès qu'on avait fini toutes nos modifications, c'était bon, c'est parti en prod dans la journée. Et voilà, c'était un peu le petit retour d'expérience. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Mathias, on peut applaudir dans le chat. Je vous propose de prendre 1 à 2 questions, alors soit par écrit, soit par vocal. On va laisser un petit temps pour... si certaines... Ok, on a déjà une première question. Quel est l'intérêt de Reason? Ça va être plus qu'une petite question. L'intérêt de Reason, c'est que c'est un langage typé, fonctionnel, qui est, on va dire, beaucoup plus safe que les trucs qu'on peut voir aujourd'hui avec TypeScript et avec Flow, qui sont des très bonnes technologies, mais qui viennent, on va dire, se greffer sur un système qui n'est pas prévu pour à la base. Reason, c'est vraiment 100% safe à ce niveau-là. Et ça produit du code qui est très facilement lisible, très performant, voire plus performant que du code écrit à la main. Et ça nous permet d'avoir une code base qui est beaucoup plus stable et beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus robuste que ce qu'on avait avant de migrer vers ça. Sur l'ensemble, c'est que quand on a une modification à faire, c'est un peu comme ce que je décrivais avec les changements manuels qui sont guidés par le compiler. La plupart des changements, quand il y a un truc d'API qui change ou qu'on modifie juste une signature de type, le compiler va nous dire tout ce qu'il faut changer. Et si ça compile, c'est vraiment probablement que ça marche. Il n'est pas spécifique React, ça marche sur... ça transforme juste en code JS et ça s'adapte à peu près tout. Mais il y a une intégration React par défaut. Je ne sais pas si ça marche avec Vue, j'ai pas essayé. Mais c'est possible, j'imagine. Ok, est-ce qu'on a une autre question peut-être? Et ensuite, on passera au dernier sujet. Habituellement, je propose à ceux qui ont une question supplémentaire par la suite d'aller la poser pendant qu'on mange des pizzas, mais ça ne va pas être le cas ce soir. Donc c'est maintenant ou sinon sur Twitter. Hein. Voilà, ça sera sur Twitter ou même sur le Slack de FrancheJS. Ok, passons. Merci encore. Passons au dernier talk, celui de Jonathan. Allô, allô? On t'entend. Ah, nickel. Alors, je vais essayer de présenter. Yes. On voit quelque chose du coup? Super. Ouais, c'est parti. Bon, alors voilà le topo. Ça, c'est moi. Et ça, c'est ma boîte. Amabay, fils spirituel de Amazon et eBay. Et ça, du coup, c'est ma date de première release. Ouais, du coup, je suis dans la merde parce que là, le contexte, il aide pas du tout. Et en plus, c'est tout proche. Donc, il faut que ça marche. Mais en tant que développeur, en fait, comment on peut dire que ça marche? Est-ce que ça marche bien?
Parce que moi, quand je fais un développeur à Mabey, même chez moi, j'ai une fibre super rapide et on m'a filé un MacBook Pro à 3000 balles et mon dual screen, il fonctionne super. Donc moi, quand on me demande si l'appli marche bien, je réponds forcément oui. Alors que dans un contexte normal, bon, l'utilisateur, lui, il est au fond du métro avec sa 3G pourrie, même si maintenant il est chez lui, et avec un téléphone portable. Du coup, lui, quand il s'agit de parler de rapidité, il est peut-être un peu moins chaud. Il faut donc que l'appli elle soit performante pour cet utilisateur. En fait, qu'est-ce que ça veut dire de la performance web? Je peux vous assurer que c'est pas ça. C'est pas cette page blanche. Donc je suis sûr, à peu près sûr que tout le monde a déjà ragé dans une page comme ça. Et en tant que développeur, c'est encore plus légitime de vouloir la skipper la plus vite possible. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a des indicateurs pour mesurer cette performance web. Et le premier, c'est celui-ci. C'est la première fois qu'un contenu intéressant apparaît à l'utilisateur. Ça s'appelle le First Contentful Paint. Et donc, idéalement, vu que l'utilisateur voit apparaître quelque chose pour la première fois, on aimerait bien que ça arrive rapidement, idéalement inférieur à la seconde. Le deuxième indicateur qui va nous intéresser, c'est celui-là. C'est dans le contexte d'une page qui se charge complètement, disons au bout de 3 secondes environ. Et on aimerait bien que l'utilisateur puisse interagir avec cette page avant justement ces 3 secondes. Par exemple, pour changer le contenu de sa recherche. Et ça, cet indicateur-là, c'est ce qu'on appelle le Time to Interactive. Moi, je m'appelle Jonathan, je suis développeur chez Takima également, et je suis en mission pour Cartier. Et donc, mon dada de développeur, c'est d'optimiser, de prendre en main un peu ces 2 métriques que je viens de vous présenter. Et donc, si on partait explorer le code d'Amabey. Bon, alors, je l'ai juste là, on va pouvoir le charger. Hop. Et là, on se dit, en fait, tout va bien. Mince, ma fibre et tout. Ah ouais, fuck. En fait, j'ai rien dit, on n'a rien à faire. C'est fini. En fait, attendez une petite minute. On n'a pas dit qu'il fallait se mettre dans un contexte utilisateur. Ouais, d'accord. Du coup, on va reprendre un peu tout ça. On va juste ouvrir nos Chrome DevTools et on va ralentir tout ça. Donc notre CPU et notre network. C'est parti. Dans l'onglet Performance, on va pouvoir se mettre à un réseau 3G et ralentir notre CPU. Et si on rafraîchit la page en faisant ça, là on peut voir apparaître notre page blanche, qui est vachement longue. Et ça continue. Ah, et on voit quelque chose apparaître. Bon bref, on a quand même du travail à faire. Donc idéalement, on aurait bien aimé se rendre compte de ce problème-là un peu avant. Donc on aimerait, par exemple, on a des outils pour réaliser des audits sur cette performance-là. Et la bonne nouvelle, c'est que il est aussi intégré directement dans les Chrome DevTools. Ça s'appelle Lighthouse. Et on va pas s'en priver, on va run un audit. Et voilà ce que ça donne. Ah ouais, c'est catastrophique. Donc on a 11,8 secondes pour notre First Contentful Paint et une interaction encore plus longue, près de 14 secondes. Bon, comment on peut optimiser tout ça? Déjà, voilà ce qui s'est passé. Quand notre navigateur a interrogé la page web, on a téléchargé un HTML. Il a commencé à s'exécuter, donc on a parsé le fichier de haut en bas, votre navigateur l'a parsé de haut en bas, et donc probablement quelque part en haut, dans les headers, il a vu qu'il fallait télécharger du CSS, c'est ce qu'il a fait. Et tout en bas, il a vu probablement une balise de script pour charger notre code React, et donc il a commencé à le télécharger, ça a pris un peu de temps, et à l'exécution, hop, ce qui prend tout ce temps-là, on a quelque part eu un premier render. Et c'est donc le premier contenu qui apparaît à l'utilisateur, notre First Contentful Paint. Et ensuite, le JS continue à s'exécuter. Donc on est déjà beaucoup trop loin dans le temps. Et donc nos premières images commencent à apparaître. Et il rend progressivement la main à l'utilisateur. C'est là où intervient notre Time to Interactive. Donc là, on voit clairement qu'on a 2 problèmes. On a 2 bottlenecks. Le premier, c'est le réseau. Et le deuxième, le CPU. Maintenant qu'on les a identifiés, on va essayer d'optimiser
chacun l'un après l'autre. Si on prend notre cas de notre réseau, on voudrait envoyer un minimum de contenu. Et donc, qu'est-ce qu'on envoie? Principalement du JS, des images et du CSS. Si on prend le cas de nos images, nous, en tant que développeurs, on se soucie pas trop du format dans lesquels on nous les fournit. Donc, si on a de la chance, on a un UI qui nous fournit des images et du coup, on les met directement comme ça, sans se soucier. Ou au pire des cas, on va les chercher sur Google Images, ce qui est probablement encore pire. Donc, PNG, JPEG, peut-être la seule chose que je sais retenir, c'est que le PNG, ça gère la transparence et le JPEG non. Mais j'en sais trop rien. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a un format qui est mieux que tous les autres. En tout cas, c'est ce qu'il prétend. Ça s'appelle le WebP, introduit dans les années 2010 par Google. Et du coup, qui se veut beaucoup plus léger que n'importe quel format. Donc, adapté pour le web. Et qui gère toutes les fonctionnalités que les autres formats pourraient spécifiquement proposer. Le truc bien, c'est qu'on va pouvoir les transformer facilement parce qu'on a un utilitaire en ligne de commande qui permet de transformer n'importe quel format en WebP, même les GIFs. Donc c'est facilement scriptable, on peut passer à ce format-là facilement. Et en plus, il est supporté par la majorité des navigateurs. Il y a quand même un vilain petit canard, c'est Safari qui le gère pas du tout. Et bien sûr, Internet Explorer. Donc si on veut assurer la compatibilité totale de notre site avec des images au format WebP, va falloir fournir un fallback. Et donc voilà comment on peut faire avec l'élément picture. On peut fournir une source en WebP et un fallback avec le tag image. Donc en JPEG ou en PNG. Si on applique cette petite transformation, on voit qu'on va gagner quand même pas mal d'espace, 60% de taille en moins. Alors déjà que nos images, elles n'étaient pas super grosses. Elles étaient plutôt légères de base en JPEG. Là on réduit encore beaucoup plus en passant en WebP. Bon là c'est un bon point. Et donc deuxième truc qu'on envoie le plus sur le réseau, c'est du JS. Bon, encore nous en tant que développeurs, on n'a pas trop envie de se fouler, on aime se simplifier la vie. Du coup généralement ce qu'on fait, c'est qu'on importe le maximum de librairies qu'on peut, parce que elles conviennent bien à notre besoin. Et généralement, ça résulte à peu près en ça. Bon, c'est plutôt bien connu, notre dossier non-modules, il pèse une tonne. Et pour un petit projet comme je viens de vous présenter là de Amabe, il fait déjà 214 mégaoctets. Donc on n'a pas du tout envie ne serait-ce qu'une petite partie de ce dossier atterrisse chez notre client. Bon, même si c'est principalement composé d'outils de dev, etc. Figurez-vous que ça fait quand même, le bundle qu'on crée génère quand même 1,49 milliard de ressources JS à envoyer. C'est beaucoup. Donc, comment on fait pour réduire tout ça? Premier réflexe, quand on veut explorer ce qu'il y a là-dedans, on peut utiliser cet outil-là, Webpack Bundle Analyzer, et qui va nous sortir un graphe avec toutes nos dépendances qui sont incluses dans le bundle. Et on va pouvoir voir les coupables. Déjà, le premier, il est clair. C'est Moment. Donc, on va pas s'attarder sur ce qu'on pourrait faire pour optimiser le Moment lui-même. Déjà, on voit que les locales prennent beaucoup de place, etc. Bon, il y a des optis spécifiques à chaque librairie. Mais ce qu'on va retenir, c'est que ce Moment-là, comment on pourrait s'en passer? On peut utiliser un autre outil, qui s'appelle Bundlephobia, et il va nous proposer des alternatives. Donc des librairies alternatives à Moment ou à toutes les librairies qu'on cherche. Et donc il y a une notion qui est assez intéressante sur ce site-là, c'est qu'il nous donne sa taille minifiée. En fait, qu'est-ce que c'est la minification? Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, la minification, c'est un processus qui permet d'éliminer tous les caractères inutiles à l'interprétation de notre code JS. Donc, par exemple, tout simplement les tabulations qu'on fait, les indentations avec Prettier qu'on fait pour améliorer notre lisibilité humainement, elles servent à rien à l'interpréteur JS, donc on va pouvoir les virer. Et ce processus de minification, il a un petit copain qui s'appelle l'offuscation, donc qui de base ne vient pas du monde de l'optimisation,
mais qui est plutôt fait pour cacher la logique, la logique du code JS qui est écrit, enfin du code en général qui est écrite. Mais ce qui va nous intéresser, c'est que généralement dans ce processus-là, on va chercher à compresser le nom des variables, etc., de les changer en des noms à peu près illisibles, donc probablement juste une lettre. Donc ça, c'est un truc intéressant. Voilà à quoi ça va ressembler. Donc si on prend un exemple là, avec une fonction toute simple, commentée et qui nous retourne le double d'un nombre, sa version minifiée, ça va retenir en une ligne, donc avec tous les espaces, tous les sauts de ligne, etc. Retirés. Et sa version offusquée, ça donnerait ça. Donc on voit que le nom des fonctions et les paramètres d'entrée sont réduits à une seule lettre. Ce qui déjà, on comprend un peu moins ce que ça veut dire. Donc comme ça pourrait paraître anodin, mais au final, de la version du haut à la version en bas à droite, on passe de 98 à 25 caractères. Bon, sur 5 lignes de code, c'est déjà une grosse amélioration, donc je vous laisse imaginer ce que ça donne sur un projet en entier. C'est intéressant, donc on veut absolument l'avoir dans notre projet. On va absolument l'activer. Donc la bonne nouvelle, c'est que par défaut, Webpack utilise le Terzor plugin pour faire ça. Et donc il est actif dans le mode production. Sinon, si on veut le faire à la main, faut pas oublier du coup d'installer le Terzor plugin et donc d'utiliser les options Minimize et Minimizer du champ optimisation pour activer tout ça. Si on le fait sur le projet Amabay, on passe quand même à encore 60% d'amélioration. On réduit drastiquement la taille de notre code. Et si on se penche un peu sur une version où potentiellement on écarterait Moment et on utiliserait plutôt Date FNS, on gagnerait encore un peu plus d'espace. Ok, donc si on reprend notre analyse, on avait un deuxième loustic là qui traînait. Donc ça veut probablement dire qu'on a eu le malheur de l'importer globalement. Donc ce qui rend impossible ce qu'on appelle le tree checking. Donc encore une fois, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce que c'est le tree checking, c'est un processus qui va permettre d'élaguer tous les bouts de code qu'on n'utilise pas dans notre application. Exemple, là on a une lib arrayUtils. Ok, on l'importe dans sa globalité, on utilise une fonction de cette librairie includes. Super, ça fait ce qu'on veut. Le problème, c'est que Webpack, quand il va bundler tout ça, il a aucune idée de s'il doit écarter les autres fonctions ou pas. Il ne peut pas le savoir parce qu'on importe la librairie dans son intégralité. Pour contrer ça, on va pouvoir utiliser les imports nommés, de la spec ECMAScript 6. Et ça va permettre du coup d'importer directement la fonction qu'on utilise de la librairie. Et ça, Webpack, lui, il va apprécier, il va pouvoir savoir que tous les autres fonctions de la librairie, il va pouvoir ne pas les inclure dans notre bundle final. Donc ce qu'il faut savoir avec le tree checking, c'est quand même que ça a des effets de bord. Ok, pardon, je me suis planté. C'est ce qu'il faut savoir avec le tree checking, du coup, il y a un problème aussi quand on transpile notre code. Par défaut, on transpile notre code généralement avec Babel et on laisse le preset par défaut qui va du coup transpiler les modules en module ES 2015. Et ça, le problème, c'est que du coup, on n'a pas cette notion d'import nommé. Donc il faut bien désactiver ça et on va pouvoir laisser intact nos modules ECMAScript 6. Deuxième effet du coup, deuxième truc à savoir, c'est les potentiels effets de bord du tree checking. Oui, parce qu'en fait, on n'aurait pas envie de drop un bout de code essentiel à notre application, comme ça. Par exemple, donc si on était dans un monde magnifique, on utiliserait seulement des imports nommés un peu partout, et il n'y aurait pas de problème, on pourrait tout tree checker. Le problème, c'est qu'on ne fait pas du tout ça. Pour supporter, par exemple, les anciens navigateurs et tout, on inclut des polyfills, ou alors on inclut directement notre style dans notre JS. Du coup, ça, c'est des comportements plutôt globaux et qui n'ont rien à voir avec du JS classique. Donc, il va falloir le spécifier à Webpack. On n'aurait pas envie qu'il drop tout notre CSS. C'est ce qu'on appelle du coup un size effect. On va l'inclure dans notre package.json et on va noter
avec potentiellement des regex, tous les fichiers qui seraient susceptibles d'avoir des effets de bord comme ceci. Et ça va nous permettre de signifier à Webpack de ne pas les trichecker et de les laisser totalement intacts. Bon, pour l'activer par défaut, Webpack tree-shake en mode production. Sinon, si on veut le faire pour des bundles customisés, on peut l'utiliser avec les notions de use export et side effects du champ optimisation. Et ça, si on l'active sur notre projet, on gagne encore 15% en taille. Donc c'est pas du tout négligeable. Ok, donc on a fait ça pour le code JS. On pense à notre code CSS. C'est plus ou moins pareil. Hein. Ceux qui utilisent du CSS in JS, ils auront déjà bénéficié du tree shaking JS. Mais en fait, pour le CSS, c'est pareil. Hein. Quand on écrit du code CSS, généralement, on écrit une première version. Après, notre style évolue. On en oublie la moitié. On oublie de supprimer la moitié parce que voilà, on n'utilise plus certaines classes. Et on se retrouve avec plein de codes CSS inutilisés du côté client. On peut absolument bénéficier du tree shaking et de la minification pour du code CSS. La minification qui se traduirait pour du code React, au lieu de préfixer toutes nos classes par le nom du composant, on réduirait drastiquement la taille de cette classe. Et donc je ne vais pas passer de temps là-dessus. Il y a un plugin Webpack pour chacune des optimisations. Et donc c'est juste une conf à rajouter dans la config Webpack. Mais ça nous fait quand même gagner 20% sur le CSS généré, ce qui n'est pas dégueu. À partir de là, on se dit qu'on a à peu près géré toutes nos ressources qu'on génère pendant la phase de bundling. Mais en fait, on peut encore faire autre chose. On a notre code JS, on a nos images, notre HTML, notre CSS, tout ça. Mais pourquoi on ne le compresserait pas? Parce que généralement, ce qui se passe, c'est quand on file notre code à un ops, ou quand on le déploie, il y a un serveur du coup qui va servir ces fichiers-là et qui va le compresser dynamiquement. Nous, en fait, on pourrait lui fournir directement un fichier compressé, des fichiers compressés, donc compressés statiquement. Parce que on n'est pas obligé de le faire dynamiquement. C'est des fichiers qui ne bougeront pas. Donc pour ça, on peut utiliser deux algorithmes différents. gzip, que probablement tout le monde connaît. Et il y a un nouveau gars qui est là, c'est Brotli, introduit dans les années 2013, cette fois-ci par Google encore. Et lui, sa particularité, c'est qu'il est particulièrement efficace pour les ressources texte. Donc typiquement du HTML, du JS, du CSS, pas les images par contre. Donc pour ça, rien de plus simple. Donc Brotli, lui, il est supporté par tous les navigateurs, vraiment sans exception, sauf Internet Explorer 11. Donc pour ceux qui voudraient le supporter, on peut créer deux bundles. Donc encore un plugin Webpack, Compression Plugin. Et donc pour chaque bundle qu'on souhaite créer, on spécifie l'algorithme qu'on veut utiliser et on spécifie bien quelles ressources on veut compresser statiquement. Et donc ça, si on regarde le résultat, on voit que on gagne jusqu'à 60% encore de ce qu'on avait déjà optimisé. Donc on se retrouve avec un bundle JS qui passe de 287 kg à seulement 113 kg en compressé avec Brotli. Ok, donc là, si on fait un petit point, donc en comptant les images et tout le reste, on était à 1,94 mégas envoyés côté client, et là on se retrouve à moins de 600 kilooctets. C'est quand même pas mal. Avec un réseau pourri, on passe 70% de temps en moins à envoyer quelque chose. C'est pas mal. Si on run l'audit une nouvelle fois, ça a quand même vachement amélioré. On a notre First Contentful Paint qui arrive au bout de 4,5 secondes seulement. Il est même, si on regarde un petit peu ce que ça donne, qu'encore avec les mêmes presets, si je rafraîchis, on voit que c'est même perceptible un peu avant, je trouve. En tout cas, ça améliore déjà grandement l'expérience utilisateur. Bon, ok, si on a notre analyse du début, on a désengorgé le réseau, mais sur des terminaux pas très rapides,
notre flash contre des full paint, il va encore galérer à arriver relativement vite. Parce que même compressé, notre JS, une fois décompressé côté client, il fait toujours la même taille et il y a toujours autant de code à exécuter. Donc on va essayer de l'exécuter, enfin de trouver un moyen d'exécuter un minimum de code côté client, en tout cas de l'exécuter le plus intelligemment possible. Ok, donc ça c'est à peu près ce qu'on a en version mobile de notre site. Et donc généralement quand on va vouloir exécuter un peu moins de code, on va vouloir séparer le code qui est exécuté pour afficher chacun des composants. Donc généralement il y a deux méthodes pour ça, c'est faire du découpage par route. Par exemple, si on avait un composant qui était affiché, par exemple pour le profil d'utilisateur, avec la route /user_profile, eh ben on le séparerait dans un bundle séparé, un chunk, et on viendrait le charger dynamiquement. Bon, sauf que là, notre appli, c'est une single page application, du coup, on est obligé d'utiliser du découpage par composant, c'est-à-dire qu'on vient séparer en fait chacun de nos composants et on va les charger à la volée. Individuellement. Justement, si on fait ce découpage-là, on s'aperçoit qu'on a une navbar, on a une barre de filtre, du contenu, et notre panier. Ok, donc comment ça se traduit notre code? On va pouvoir, pour les séparer chacun entre eux, on va pouvoir utiliser ce qui s'appelle du code splitting. Et donc en React, on fait ça avec, enfin même pas spécifiquement en React, pardon. On va venir importer dynamiquement chacun de nos composants avec l'import dynamique en JS, ce qui va avoir pour effet de créer dynamiquement un chunk séparé. Donc une petite config webpack à ne pas oublier, c'est de nommer notre chunk généré et de ne pas oublier, si on transpile notre code, d'utiliser le plugin qui supporte cet import dynamique. Et donc, voilà, c'est celui-là. Et donc, pour faire ça, dans notre code, on va tout simplement remplacer tous nos imports statiques avec nos 4 composants qu'on retrouve ici. On va les remplacer par des imports dynamiques. Et ça va avoir pour effet de générer 4 chunks en plus de notre chunk principal. Et donc notre bundle, il va être séparé en 5 modules JS. Ok, donc ça c'est cool, mais en fait on n'y gagne pas grand chose parce qu'au final, on le voit bien là, hein, notre application elle sera rendue que quand nos 4 composants seront rendus. Donc en fait, ce qu'on va vouloir faire, c'est plutôt lazy loader chacun de nos composants pour pouvoir les afficher l'un après l'autre. Et donc ne pas bloquer le rendu de la page. Et donc ça, comment on le fait en React? On va utiliser react.lazy et react.suspense. Donc dans notre code, on va remplacer, on va wrapper en fait tous nos imports dynamiques avec un react.lazy. Et ce qu'on va venir faire, c'est wrapper chacun de ces composants importés, lazy loadés. On va les wrapper dans un module, pas dans un module, dans un composant suspense et fournir un fallback pendant le chargement de ce module. Donc là, comment ça se traduit? C'est Webpack qui va générer 4 bundles différents. Donc, enfin, toujours la même chose qu'avant. Sauf que cette fois-ci, notre rendu va pas être bloqué en attendant que tous les composants individuellement soient rendus. Notre composant app, il va rendre l'un après l'autre tous les composants, mais en fait, c'est dès que la navbar sera terminée de rendre, elle va s'afficher sans attendre que le composant filter soit là. Donc là, on va déjà grandement gagner en performance parce que si par exemple sur le réseau le composant filter n'est pas arrivé, la navbar sera quand même là présente. Deuxième chose, il y a un truc qu'on aimerait bien faire, c'est il y a peut-être une notion de priorité entre ces composants. Par exemple, la navbar et le contenu, c'est plutôt ce qui intéresse l'utilisateur. Alors que dans un premier temps, il ne faudra pas forcément filtrer et accéder à son panier. Donc c'est pour ça qu'on va parler de preload et de prefetch. Donc avec leur tag associé. Donc qu'est-ce qui les différencie? En fait, preload une ressource, ça veut dire indiquer au navigateur
de télécharger en priorité, en parallèle du thread principal, de télécharger la ressource le plus vite possible. Et un prefetch, ça va tout simplement indiquer au navigateur de télécharger la ressource dès qu'il est idle. Donc en gros, quand notre navigateur va parser notre index.html, dès qu'il va voir un link preload, il va immédiatement, en même temps que continuer de parser l'index.html, il va lancer le téléchargement de la ressource en parallèle. Et dès qu'il voit un prefetch, bah, il va finir de parser et ensuite télécharger les ressources à prefetch. Donc ça, on peut le faire facilement. Il y a des magic comments avec Webpack qui existent, Webpack preload et Webpack prefetch. Le seul problème, c'est que j'ai pas forcément réussi à les faire fonctionner avec le plugin qui me génère l'index.html, donc le HTML Webpack plugin. Et donc j'ai trouvé une petite méthode, un petit une méthode alternative pour pouvoir faire ce que je voulais faire. On va venir en fait nommer chacun de nos chunks qu'on génère, et on va venir préfixer leur nom par soit du preload, soit du prefetch en fonction de ce qu'on veut faire. Et avec un plugin en plus, Script HTML Webpack plugin, on va venir tester chacun des chunks. Donc tous ceux qui commencent par preload, bah, on va vouloir insérer dans notre HTML un tag preload, un link preload. Et pour ceux qui sont prefetch, un link prefetch. Et ça, du coup, ça va avoir pour effet, quand l'utilisateur va arriver, le navigateur va télécharger le script d'entrée, et en fait immédiatement il aura probablement la navbar ou le contenu déjà chargé, parce que tout en haut on aura déjà préchargé, préloadé nos deux composants. Il y a un autre truc qu'on peut faire aussi, c'est pour justement afficher notre contenu, on a probablement une API qui tourne derrière, et on peut donc on perd du temps. Le temps que notre JS s'exécute et qu'on fasse la demande de récupérer tous nos articles, on aurait pu déjà se préconnecter à l'API. Donc ça, on peut le faire encore avec un petit plugin. Ça va éviter du coup d'attendre que la communication soit ouverte entre le client et le serveur. Donc dès que notre JS va faire un fetch, hop, c'est directement la requête de contenu qui sera envoyée, et non pas la demande d'entrée en communication entre le client et le serveur. On va du coup gagner de précieuses millisecondes, et même peut-être plus, surtout s'il y a du ping en 3G. Et enfin, on peut bien sûr inline notre JS et notre CSS, parce qu'en fait là on avait 4 fichiers séparés plus un bundle d'entrée. En fait, on peut se dire que quand on interroge l'index.html, pourquoi on doit faire une requête pour avoir notre JS qui fait un peu toute l'intelligence, qui va chercher les composants, etc. Et on pourrait l'inclure directement. Pareil pour notre style, on pourrait très bien éviter une requête en plus et l'avoir directement dans notre index.html. Donc ça, c'est pas forcément super facile à faire, surtout pour des gros projets. Là, dans le cadre de MAB, c'est plutôt simple à faire. On va juste décider d'inclure dans l'index.html le chunk d'entrée, donc celui qui va contenir par exemple notre composant app. Et on va décider d'inclure l'intégralité de notre style, parce que il est pas très lourd, et il y a des gens qui disent qu'en dessous d'une vingtaine de kilooctets de style, on peut tout inclure dedans. Ça va plus vite. Si on regarde ce qu'on a, en fait notre index.html cette fois-ci il fait 39 kilos au lieu d'à peu près 2 kilooctets. Là, c'est quoi le trade-off? C'est on évite deux requêtes supplémentaires, mais en contrepartie, on a une ressource qui est un peu plus lourde à télécharger. Au final, sur des connexions lentes, c'est plutôt pas mal. Et voilà ce que ça donne. Donc là, si on run notre audit, on a quand même des performances bien plus encourageantes. 2,6 secondes, donc si on vérifie un petit peu ce que ça donne. Quand je recharge, les loaders sont dégueulasses, mais en tout cas, on voit bien que chacun des composants s'est rendu
n'a pas bloqué le rendu de la page, et on a quand même une navbar qui arrive très très vite. Ce qui fait que notre First Content Full Paint arrive bien plus avant que les autres cas. Donc c'est toujours pas parfait, mais il faut se rappeler qu'on est dans des conditions pas du tout parfaites. On est dans le cas le pire en fait. Donc c'est plutôt pas mal de se dire que notre site, que notre appli chargera au pire rapidement. Et il sera super rapide en 4G ou en fibre. Voilà, là c'est un petit résumé pour voir un peu le chemin qu'on a traversé. Et donc c'est surtout aussi, il y a plein d'autres choses à faire. On n'a pas du tout parlé de stratégie de mise en cache. Par exemple, notre JS critique, il va probablement pas changer, donc on pourrait très bien le mettre en cache. Pareil pour nos images. On pourrait très bien penser à ne pas toujours les requêter et les mettre en cache. On peut même parler d'AppShell, qui est un modèle qui vient des PWA et qui permet, qui consiste à mettre en cache tout le cadre de notre application, par exemple la navbar. On pourrait aussi lazy loader toutes nos images, parce que là en fait on vient charger toutes les images, de tous les articles qui existent sur Amabe. C'est pas forcément super intelligent. On pourrait facilement charger seulement celles qui sont dans la vision de l'utilisateur, enfin dans la vision de la page actuelle. On pourrait aussi parler de tout ce qui est CDN, donc là c'est plutôt sur du déploiement. Ça pourrait nous faire gagner grandement en performance. Et il y a aussi toutes les techniques liées au protocole HTTP2, qui lui permet de plein de choses et surtout de faire du push, etc. Enfin, il y a plein de trucs à voir avec ce protocole-là. Mais tout ce qu'il faut retenir, c'est à peu près résumé par cette image. Oui, on est un peu bizarre par rapport, quand les utilisateurs parlent de nous, mais nous, il faut vraiment les voir comme un monde différent. Il faut vraiment se mettre dans leur peau. Et le mieux, c'est de se mettre en mode préhistorique. Il faut absolument qu'on marche, que ça fonctionne dans le pire des cas. En tout cas, merci à vous d'avoir écouté ce talk, et si jamais vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Merci Jonathan, effectivement c'était un super talk. Je vous propose d'applaudir dans le chat et peut-être de prendre une ou deux questions. Hop. C'est plus simple. Je suis pas sûr que ce soit plus simple en 95 que maintenant. Can I use WebP pas géré par Safari? Alors du coup, aux dernières nouvelles, moi je pensais que c'était pas géré. Après, je ne sais pas. As-tu une expérience sur l'attente utilisateur et réduire le sentiment de lenteur? Alors ça, du coup, c'est un peu un autre monde encore que nous, développeurs. Mais après, généralement, voilà, c'est plutôt de l'UX. Mais généralement, ce qui va être bien, c'est que l'utilisateur voit quelque chose le plus vite possible. Et bon, le déloader là dans l'exemple, c'est pas super intuitif pour lui. Enfin, c'est pas super d'avoir ça devant les yeux. Mais en tout cas, on peut penser à plein de cas d'utilisation, afficher par exemple quelque chose qui était déjà en cache, plein de trucs comme ça. Ok, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, merci à tous d'être venus, merci aux speakers. On a eu encore... J'aimerais également remercier Scaleway qui nous a mis à disposition une grosse machine pour Jitsi, même si l'outil en lui-même n'est pas top, la machine était vraiment au top. On va rester sur une question ouverte, c'est quand le prochain. On a eu 2 autres propositions, donc peut-être qu'on pourrait faire une autre édition si vous êtes toujours partant. Voilà, merci à vous encore.